Le sujet d'aujourd'hui est en fait d'actualité. Ça sera pas de la doctrine légitimiste pure et dure, mais en fait, je vais forcément un peu essayer de le replacer dans ce contexte-là. Donc je l'ai nommé voilà, le combat contre le traité pandémie, ou ce qu'on appelle le traité de pandémie. Pourquoi ce sujet? Tout simplement, alors, c'est- parce que je vais vous expliquer, mais au niveau de l'OMS, il se passe des choses à l'heure actuelle. Et si j'en parle, c'est parce que, euh, enfin, à Providence, disons, j'ai des amis japonais qui m'ont demandé d'intervenir enfin, il y a eu des manifestations au Japon sur ce sujet, donc ils m'ont demandé de participer. Et fil en aiguille, ça continue. Il y avait des manifestations ici au Japon mercredi et jeudi, puis il y en aura une encore la semaine prochaine. Et vous me direz, mais quand j'étais en France là il y a quelques semaines, personne ne parlait de ce sujet en France. Je pense que c'est du fait des élections européennes et que c'est pour ça que le sujet n'est pas encore vraiment un sujet dans l'actualité politique française, même, je veux dire, même hors du grand courant, enfin même hors des grands journaux, etc. Et je trouve qu'en Suisse et au Japon, il y a des manifestations assez importantes. Je trouve aussi que par hasard, j'ai rencontré certains responsables des mouvements, de ces mouvements de résistance là en Suisse et communiquent avec les Japonais, voilà. Donc bon, ça rappelle les vieux souvenirs. Enfin, il y a des choses assez intéressantes sur comment dire les coutumes politiques japonaises pour faire des manifestations. C'est assez drôle. On se croirait parfois j'avais l'impression d'être parfois dans les mémoires de Jean-Marie Le Pen quand il décrivait les meetings dans les années 50, quoi. Avec des choses assez intéressantes. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ce traité pandémie. Et alors, je vais rapidement faire trois points. Alors, juste représenter rapidement ce que c'est. Ensuite, je vous lirai, puisque ça sera aussi l'occasion de mettre ça dans mon heure. Donc là, le message que cette catholique suisse qui anime donc un mouvement qui a résisté contre toutes les lois liberticides pendant le corona en Suisse, euh, en posant des actes, enfin en faisant les résistances juridiques qu'ils pouvaient faire, en réagir des votations, etc. Elle a envoyé un message donc aux Japonais, je vous le lirai. Et je vous expliquerai un tout petit peu ce qui se passe en Suisse, parce que moi en tout cas, je connaissais pas du tout la situation là-bas. Et c'est très intéressant, parce que on voit vraiment à quel point le problème est mondial. Et dans un troisième temps, j'essaierai de prendre un peu d'auteur et de remettre en perspective cette histoire de traité pandémie avec le combat politique en général et ce qui se passe au niveau mondial à l'heure actuelle en général. Donc premier point, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de traité pandémie? En fait, donc la semaine prochaine, là, à partir de lundi, il y a l'Assemblée générale de l'OMS qui s'ouvre. Et pendant cette Assemblée générale, il y a deux choses, enfin il y a plusieurs choses qui vont être proposées, mais ça dure ça dure à peu près un an et demi en fait que c'est dans les tuyaux, et c'est passé de façon très complètement comme ils font, enfin comme ça se fait souvent là dans ces institutions internationales, complètement en cachette et par derrière. Donc en gros le principe c'est qu'il y a deux choses là, il y a deux choses qui sont en train de se passer. Je vous expliquerai après qu'en fait, il risque de faire marche arrière. Enfin, on verra à la fin de la semaine prochaine. Mais enfin, à la limite, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se fait. Hein, vous savez, hein, l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui en fait est un traité international, comme toutes ces institutions supranationales qui se fondent sur des traités internationaux entre pays, mais qui ont une sorte de volonté de passer par-dessus la souveraineté des États. Et en gardant le schéma de souveraineté des États, où c'est les États souverains qui ont décidé eux-mêmes de se délester d'une partie de la souveraineté, mais de petit à petit se comporter comme des futurs ministères ou des futures officines de gouvernement mondial.
Ben là, ce qui se passe pour ce traité pandémie, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ce traité pandémie? C'est un acte. En fait, c'est pas un traité international au sens strict. C'est un traité qui va être soumis. En fait, c'est un accord international qui va être signé entre les États membres de l'OMS et qui, donc, une fois qu'il sera signé par les États membres de l'OMS, normalement, doivent être adoptés par chaque pays. Donc par les parlements ou selon les procédures de tous les pays. Et ce traité vise, en fait, en gros, euh, en cas de pandémie, donc pandémie autodéclarée par l'OMS, hein, la définition de la pandémie, c'est quand l'OMS dit qu'il y a une pandémie, c'est qu'il y a une pandémie. En cas de pandémie, que les pays signataires de cet accord, oui, de cet accord, s'engagent à déléguer toute leur politique sanitaire à l'OMS et donc d'obéir aux directives de l'OMS. En gros, pour faire simple, hein, franchement, on peut le dire, c'est comme si l'OMS, en cas de pandémie, devenait en pratique un ministère de la Santé internationale qui passe au-dessus des souverainetés. Euh, la deuxième chose qui est plus discrète, mais en fait plus dangereuse parce que c'est beaucoup plus simple à faire, il y a une réforme du règlement sanitaire international. C'est RSI, en anglais IHR, qui est en fait qui est le règlement de l'OMS qui définit le fonctionnement concret dans les détails et qui en fait est facilement changeable, c'est juste dans une assemblée générale comme ça, et juste par les représentants qu'envoient les pays, et qui en fait précise en pratique tout ce que l'OMS fait et peut faire, et ce que les États membres s'engagent à faire en fait. Parce qu'en gros, le traité qui fonde l'OMS, alors je ne sais plus l'année, là, il faut vérifier, mais enfin ça a été fondé il y a longtemps, c'est très très général, et il n'y a rien de précis. Et dans ce traité, dans cette réforme de RSI, ça va vers l'engagement des États aussi en fait, de déléguer leur souveraineté dès qu'il y a en matière sanitaire, euh, de, de, voilà, et sur il y a les choses sur le vaccin aussi. Bon, en fait, en gros, c'est certainement un peu brutal de le lire comme ça, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont aussi. C'est ça semble. Alors, à mon avis, ça va pas marcher leur truc, hein, parce que c'est vraiment trop gros. Mais on sait hein, que le financement de l'AMS, c'est Bill et Melinda Gates essentiellement, etc., etc. Bon, enfin, on a vraiment l'impression que c'est. On prend on prend les enseignements de pourquoi le Covid n'a pas fonctionné dans leur idée, donc de mettre en place un système. Enfin, des restrictions de liberté assez durables et au niveau planétaire. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné tout à fait comme il semble que c'était prévu. Et on a l'impression que c'est un peu l'enseignement post ça. Donc, en gros, on met en place les outils légaux institutionnels pour le cas que dans une future pandémie, ben, il n'y a pas de possibilité d'échappatoire des pays. Parce que ce qui était, enfin, la grande chose, la grande force, enfin, comme quoi le diable porte pierre, ce qui a été très, très, très positif pendant pendant le Covid, ou plutôt ce qui a permis de respirer, c'est que comme chaque pays faisait, enfin, en fait, il y a un certain nombre de pays qui ont vraiment suivi, voilà, il y a eu enfin, il y a eu une volonté de l'OMS d'imposer des mesures en fait au niveau international, et ces mesures effectivement ont été à peu près reprises à peu près partout. Donc que ce soit confinement, masque, et puis ensuite le vaccin, si vous voulez. On va dire simplement ces trois déjà points-là, et de pas utiliser de pas utiliser d'autres choses de thérapie, et à travers ces mesures mettre en place un contrôle social important, etc. Mais le X, c'est qu'il y a pas mal de pays qui l'ont pas appliqué, ou qui l'ont pas appliqué comme ça, ou qui l'ont pas appliqué du tout, et ce qui a fait, et ou qui l'ont pas appliqué en même temps, et ce qui a fait que, en fait, c'était hyper visible dès qu'on voulait bien voir qu'il y avait
enfin, il y a les différences, alors que normalement ça se passait partout du même côté, les différences entre pays ou par même dans les États, entre États aux États-Unis ou entre pays qui fermaient pas, qui mettaient le masque, qui mettaient pas le masque, qui étaient en retard pour les injections ou pas du corona, et puis que finalement dans les chiffres, soit ça change rien, soit on se rend compte qu'en fait c'est plutôt les mesures anti-Covid qui semblent tuer plus de gens ou quoi. Enfin bref, ça a permis en fait d'analyser plein de choses et que ça se voit. Enfin en tout cas c'était très désordonné, très désuni. Voilà comme façon de faire, et en fait, il y avait plein d'informations qu'on pouvait voir facilement. Ben, on a l'impression que là, ce qui se passe au niveau pandémie, c'est mettre en place des outils légaux et institutionnels et juridiques pour qu'en cas de pandémie, ben, il n'y ait plus de moyens pour les pays de faire des choses différentes et à différents moments, pour ceux qui signent, et donc de bien me contrôler l'information et de bien me contrôler les choses, et puis aussi que ça soit obligatoire et que ça soit vraiment pas, disons, juste des gens acquis au mondialisme dans chaque pays qui appliquent les mêmes politiques, mais que ça soit l'OMS véritablement de façon centralisée qui décide avec une sorte de hiérarchie qui casse carrément assumée là, où l'OMS ordonne à tous les pays comment il faut faire en cas de pandémie qu'elle-même autodéclare, quoi. Donc franchement, quand on le voit comme ça, enfin, quand on regarde sur le papier, ça semble évident que ça se fait une étape, enfin une sorte de ministère international de la santé, quoi, et une sorte d'étape pour aider à une unification du monde, euh, en utilisant le prétexte sanitaire, là en l'occurrence, pour mettre en place une plus grande centralisation des façons de faire, des moyens, et puis même de la chose hiérarchique, voilà. Euh, voilà. Donc il y a ça qui se passe. Bon, en pratique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne suis pas forcément hyper connaisseur, mais ça va. Il y a pas mal de remous, il y a eu pas mal de rétropédalage parce qu'en fait ça attirait plus l'attention que ce qu'ils pensaient, même si en Suisse et au Japon en particulier, mais apparemment ça devrait devenir un sujet dans les prochains mois aussi en France parce que ce traité, normalement, il va passer comme une lettre à la poste la semaine prochaine. Apparemment, ça va pas forcément se passer autant comme une lettre à la poste pour des. Enfin, à mon avis, ça passera quand même, parce qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas. Mais après, ce traité pandémie doit être accepté dans les différents pays. Et pour la France, si je m'abuse, ça devrait se faire pendant l'été, toujours par même bonne raison parlementaire. Pendant l'été, les gens font moins attention de ce qui se passe au Parlement, donc on fait passer tous les pires trucs toujours pendant l'été. Voilà, bon, et, et voilà. Mais clairement, le timing est très intéressant en fait, parce que pourquoi ça se passe à l'heure actuelle, je pense que c'est pas non plus tout à fait innocent, c'est-à-dire qu'à part la Suisse et le Japon, tous les pays occidentaux sont en élection. Les Américains sont en élection présidentielle déjà, et les autres pays européens sont avec les élections européennes, ce qui fait que ce sujet-là de l'Assemblée internationale de l'OMS est ignoré des opinions publiques de tous les pays j'allais dire des mouvements qui résistent à ce genre de choses. Voilà. Donc il y a deux pays où c'est pas le cas, où c'est le Japon et la Suisse. Et pour le Japon, il y a eu une grosse manifestation le mois dernier, en avril. C'était quel jour déjà? C'était le 4, 15 ou c'était le 13 avril, où il y a eu, vous me dire c'est pas beaucoup, mais pour le Japon c'est énorme, où il y a eu 13 000 ou 14 000 personnes qui ont participé, sans que ça soit prévu. Euh, ce qui a fait réagir les gens, il y a des gens assez différents qui ont participé, pas mal de médecins, pas mal de gens de la société civile, et des gens qui a priori au départ ne parlent pas ensemble, des gens qui sont issus tant de la gauche que de la droite aussi, et les gens sont un peu réunis sur les deux sujets. Je pense qu'il y avait aussi une sorte de réaction a posteriori sur la période du Covid, parce que les Japonais étaient très dociles, mais
Je pense qu'il y a une sorte de... Bon, ils en ont subi les conséquences aussi, donc là, il râle a posteriori de ça, quand même. Arrêtez de nous... Enfin, voilà, ils ont bien mangé, en fait, hein, les Japonais aussi, même s'ils ont été obligés de rien faire. Mais ils ont fait. Et surtout le combat de protéger la souveraineté, de dire c'est quand même scandaleux qu'on perde sa souveraineté là, que c'est pas que quel que soit ce qui se passe à des pays qui décident et pas une organisation supranationale où on sait pas qui est là-dedans. Enfin en fait si on regarde on commence à savoir et ça fait très peur. Mais bon, même si on savait pas, on sait pas qui c'est et tout ça, et que c'est eux qui décident de toute la politique du pays, qui passent même au-dessus, voilà, de la souveraineté. Enfin, c'est un vrai perte de souveraineté. Donc, c'est ce combat pour conserver la souveraineté et ce combat aussi de pas accepter ce chèque en blanc qui en fait est déjà une restriction de liberté annoncée, hein, parce qu'en principe c'est ça. Hein. Et aussi, ça s'allie avec le combat ici au Japon, même si c'était pas revendiqué, mais il y a ça en ligne de mire contre la réforme constitutionnelle qui veut mettre en place, qui est un peu le pendant au niveau interne ici au Japon de cette réforme de l'OMS au niveau international. C'est-à-dire que si la politique Covid n'a pas forcément bien marché au Japon, donc, comme ça aurait voulu que ça fonctionne, c'est parce que la constitution japonaise empêche l'État japonais de prendre des mesures restrictives et d'obliger quoi que ce soit, et même en mesures sanitaires, les gens. Donc ce qui faisait que, par exemple ici au Japon, pendant la période covidienne, on a été complètement libre de mouvement, jamais obligé de porter de masque, jamais de confinement obligatoire, tant qu'on décidait de... Enfin, j'ai jamais autant voyagé qu'en 2020 moi-même. Alors il n'y a pas beaucoup de Japonais qui le faisaient évidemment, mais on n'a jamais été inquiété, je veux dire, par les forces policières ou par les lois ou par ça. Et ça a été et clairement euh, bah, je pense que certaines élites n'ont pas apprécié ça parce que ça permettait d'avoir une certaine marge de liberté. Et la réforme constitutionnelle veut introduire un état d'urgence. Et s'il y a un état d'urgence, ça permet d'avoir des choses restrictives et en fait de faire comme les autres pays en Occident ont fait avec les mesures restrictives. Bon. Voilà, en gros pour présenter la chose générale. Et puis je me propose de lire simplement ensuite en deuxième temps la lettre, donc c'est adressé aux Japonais, c'est pas forcément adressé à nous, mais c'est très bien aussi pour nous. La lettre qu'a écrit donc Michel Caillé, donc une dame suisse francophone qui vient d'un village pas loin de la frontière française et qui anime le mouvement fédératif roman, donc qui est un mouvement de la société civile qui a été fondé il n'y a pas longtemps, en 2020 en 2021, et qui depuis se bat contre, avec les moyens légaux, tous les moyens possibles, contre toutes les lois restrictives de liberté ou qui démantèlent la souveraineté ou la neutralité suisse. Et aussi, comme à Genève, il y a toutes les organisations internationales, hein, comme vous savez, il y a justement il y a l'OMS, mais il y a aussi les Nations Unies, il y a aussi Davos, donc il y a le Bilderberg, il y a tous les trucs comme ça qui se rassemblent. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se rassemble, ils vont protester, ils mettent en lumière et ils essaient d'atteindre les Schwab et compagnie, tout ça. Donc bon, le fait que tout ça soit en Suisse, voilà, ça joue. Donc je vais lire d'abord, ensuite je vais faire deux mots sur la Suisse, et ensuite passer à la troisième partie. Alors, je vous lis, hein. Donc c'est Michel Caillé du mouvement fédératif roman qui dit ça, et ce message donc a été traduit en japonais et dit à ceux qui étaient là jeudi après-midi au japonais. Donc je lis. Chers amis de la résistance japonaise, je vous adresse ces quelques mots de la part du mouvement fédératif roman en Suisse dont je suis la présidente. Nous sommes pleins d'admiration pour votre force et votre détermination à vouloir protéger votre souveraineté nationale. En Église, en Suisse, pardon, nous faisons de même avec courage dans l'espoir que le peuple se réveille pour faire face aux enjeux globalistes qui nous menacent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment notre belle Suisse souveraine a disparu. Pour cela, je vais vous parler de mon enfance et de notre fête nationale. Le 1er août, jour de notre fête nationale, était un jour exceptionnel dans l'année. Oui, le 1er août, c'était au moins comme un jour de Noël, sauf qu'il n'appartenait qu'aux Suisses. En général, il faisait beau,
Papa prenait congé ce jour-là, on se retrouvait en famille, un immense feu brûlait et quelques feux d'artifice crépitaient. Il y avait les petits pains au lait surmontés de leur jolie croix suisse. C'était une journée délicieuse et en même temps chargée de solennité. Quelle chance nous avions d'habiter dans ce pays unique, où il était tout de vivre. On se sentait libre, dans le respect de chacun, dans l'humanité de chacun. La confiance, la fierté d'être suisse, oui. Nous pouvions nous vanter et dire qu'il n'y en a point comme nous autres. Je sentais tout l'honneur et la fierté d'appartenir à cette nation helvétique souveraine et responsable. Dans ce pays où le seul souverain est le peuple, un peuple qui a donc le droit à l'autodétermination. Mais que est devenue cette autodétermination aujourd'hui? Comment avons-nous perdu notre souveraineté? Que reste-t-il de la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix? Que reste-t-il du respect de l'autre et de l'équité? Tout ce qui représentait l'unicité de notre pays vient à se perdre dans une globalisation générale où le profit est la devise ultime. On a allègrement piétiné toutes les valeurs cardinales qui ont contribué à la construction d'un État de droit et de son ordre constitutionnel, et cela au motif fallacieux de la sécurité de tous et du prétendu intérêt général qui se résume, somme toute, à l'intérêt de quelques privés déjà fort nantis. Que subsiste-t-il d'un peuple qui ne se caractérise plus ni par son éducation ni par sa culture aussi peu? Que subsiste-t-il d'une nation qui ne possède plus de citoyens pour s'interroger sur l'avenir des jeunes générations? Que subsiste-t-il de notre constitution bafouée à moult reprises? Aujourd'hui, nous assistons à une invasion de toutes nos valeurs traditionnelles et chrétiennes. Nous ne savons plus qui nous sommes, même notre genre est en passe d'être effacé au profit d'être asexué sans morale et sans spiritualité. J'ai mal à ma Suisse, toute la joie, la fierté et l'honneur d'appartenir à ce beau pays et de le représenter hors de nos frontières se sont envolés. Alors, il n'y a plus rien qui fait battre mon cœur d'enfant patriote. Mais comment cela a-t-il bien pu nous arriver? Comment avons-nous pu ainsi sombrer dans ce monde où nous risquons d'être remplacés par des robots? Comment n'avons-nous rien vu venir? Gare à notre souveraineté, elle nous échappe et nous en sommes les premiers responsables. La nation suisse n'est que le reflet des individus qui la composent. Cela est valable pour toutes les nations qui connaissent la mondialisation et le Japon ne fait pas exception. Nous nous sommes délestés de notre souveraineté par paresse, confort, par désir de ne plus porter aucune responsabilité. Nous voici maintenant surpris et démunis face à cette machine globaliste qui avance inéluctablement contre nous peuples qui avons perdu la foi. Car je vous le dis, ce n'est pas une crise politique que nous traversons. Il n'y a donc pas de solution politique à nos problèmes. C'est une crise spirituelle de grande ampleur, et la seule réponse, l'unique solution, ne peut être que spirituelle. C'est l'affrontement de Dieu et du diable. Cet affrontement dans le monde de l'invisible est présent en chacun de nous. Reprenons notre souveraineté d'abord personnelle, spirituelle, puis celle de nos nations. La souveraineté d'un pays n'est que la somme de toutes les souverainetés de ses citoyens. Aujourd'hui, c'est chacun et tous ensemble que nous devons régner sur nos vies personnelles et sur la vie de nos pays. Ensemble unis, nous veillons, souverains chez nous. Chers amis du Japon, le courage, c'est le cœur en action. C'est un acte de foi. Alors affichons notre foi. Merci. Voilà, ça c'est la lecture. J'attire votre attention sur la fin en particulier, et ce qui va me permettre de passer au troisième point, c'est-à-dire que le combat pour cette souveraineté, je ne vais pas rentrer dans la question sur ce que c'est, tout ça, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire sur la souveraineté, mais qu'en fait, à la fin, ce qu'elle dit, c'est exactement ce que nous, les extrémistes, on dit en France, c'est-à-dire, c'est le combat d'abord au niveau de soi-même, au niveau de la personne, et de se réapproprier soi-même, voilà, avoir le courage de poser des actes, d'être catholique, de vivre catholiquement, et pour nous en France, de vivre comme légitimistes, c'est de faire le bien dans nos vies personnelles, et que c'est à partir de là qu'on retrouve cette souveraineté, donc elle appelle ça cette souveraineté personnelle et spirituelle, que ça peut faire quelque chose ensuite à un plus grand stade. Et que si on est dans cette situation-là, c'est bien d'abord, avant même l'attaque de l'extérieur, c'est la faiblesse de chacun et de ceux des catholiques en particulier, et des élites politiques qui ont des idées claires et qui, au lieu de les appliquer, se sont délestés de leurs responsabilités. Voilà.
Et ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, quand j'avais dit ce que j'ai rencontré donc au Japon, c'est de façon très providentielle, j'ai rencontré cette dame au Japon, on a pas mal discuté, très intéressant. Et la situation en Suisse est vraiment pas, enfin, on a une image de la Suisse, on a l'impression qu'ils sont honnêtes, qu'ils ont encore leurs particularités et tout ça. Ben, c'est un démantèlement assez complet. Alors je savais que pour les histoires bancaires, c'était déjà un démantèlement, que ça fait un moment que qu'il n'y a plus de secret bancaire en Suisse et que les comptes en Suisse, c'est un mythe. Ça fait déjà 10-15 ans que ça s'est bien effacé. Mais que, en fait, bah, ça continue, ça s'accentue. Et alors, même si on n'est pas encore dans l'état de dégradation de la France et qu'au niveau local, ça reste encore à peu près. Enfin, il y a encore des leviers au niveau local, que la Constitution n'a pas encore été changée, mais qui est de plus en plus ignorée et bafouée, et qu'il y a des lois Covid de contrôle social comme partout ailleurs qui avance et avec enfin, relativement peu de résistance et ça. Enfin, qu'il y a exactement les mêmes choses qui se mettent en place, que la Suisse devient petit à petit enfin, j'allais dire comme les autres pays de l'Union européenne, un département de l'Union européenne, plus qu'un pays souverain. Voilà, donc on a la même tendance et la même chose qui se passe au Japon. Donc ça me permet de rebondir finir sur le troisième point, pour essayer de prendre un peu d'auteur, c'est qu'est-ce qui se passe, hein. Parce que moi, on sait très bien que les manifestations contre des pandémies, ce genre de choses, c'est bien, il faut le faire parce que ça permet de ralentir les choses, ça peut faire des rétropédalages, ça peut permettre à des gens de prendre conscience et tout ça. Mais en fin de compte, c'est pas ce genre de manifestation, tout ça, qui va changer la donne absolument, hein. C'est comme un livre pour tous à l'époque. Euh, ça va passer, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui se passe, c'est que il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau mondial à l'heure actuelle, et que c'est exactement, on- voilà, c'est quoi on appelle le mondialisme, ce que certains appellent la mondialisation, mais qui est pas juste un phénomène dû aux technologies, de se connecter plus facilement, mais qu'il y a en fait la révolution mondiale qui avance, et que cette révolution mondiale n'est que la continuité de la Révolution française, d'une part, mais de cette révolution moderne et au départ protestante aussi, qui existe depuis la Renaissance en France et qui, d'un point de vue politique, explose à partir de la Révolution française. Et qu'est-ce que c'est que cette révolution mondiale? C'est ce qu'elle dit, hein, c'est le combat du diable contre Dieu, ça c'est clair. Et en fait, c'est une repaganisation du monde, et c'est pas nouveau, hein, c'est cette vieille marotte de la tour de Babel. C'est, si vous voulez, c'est l'impérialisme au niveau mondial. C'est l'ancien impérialisme au niveau des États qui aujourd'hui se veut au niveau mondial. C'est-à-dire, auparavant, le mondialisme, c'était la révolution dans un pays. Et donc, on avait la Révolution française, on peut voir ça comme une révolution mondiale au niveau de la France. C'est-à-dire, comme la France était faite à l'époque, on a voulu uniformiser de façon, comment dire, forcée et violente et robotique la France qui était excessivement variée. Et ben aujourd'hui, il se passe la même chose, sauf que c'est à l'échelle mondiale. Et ensuite, cette France, à l'époque révolutionnaire, devient impérialiste et va imposer son modèle idéologique totalitaire à tout le monde de l'époque qui était l'Europe. Ça s'appelle Napoléon. Et quand on regarde les différents impérialismes ensuite de la fin du XIXe siècle, même si on peut avoir l'impression qu'il y a des différences, voilà, il y a forcément une différence que les hommes aiment bien avoir leurs petites différences comme ça, mais sur le fond de l'affaire, c'est l'expansion d'un impérialisme qui est quand même révolutionnaire, alors qu'ils vont se faire sous sphère de différents pays, et que au XIXe siècle, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de façon réaliste, mais quand on regarde tous les textes depuis la Révolution française, hein, de la République universelle, de tous ces révolutionnaires, et ensuite qui prend la forme du communisme, etc., c'est toujours pareil, il faut que ça soit une révolution mondiale, avec un gouvernement mondial, enfin en tout cas un système politique mondial, et qui en fait, c'est le retour du paganisme, c'est la fusion du religieux et du politique, c'est un empire mondial qui est aussi forcément une sorte de messianisme religieux, et qui est un messianisme religieux et politique, et aujourd'hui, alors sur les époques, c'est pas le même. Aujourd'hui, ça va être le LGBT pour les choses sociales, ça va être protéger la planète pour l'environnementalisme, ou
ou le transhumanisme, mais ça peut être autre chose, c'était le communisme ou le capitalisme il y a quelques années, enfin, ou le libéralisme, comme vous voulez. Au début du XXe siècle, c'était le nationalisme et le patriotisme. Mais tout ça, c'est le même mouvement euh, de vouloir faire cette sorte d'unification mondiale qui marche pas qui ne se réalise pas du tout selon leur plan. Ça, il faut pas non plus trop s'inquiéter de ce côté-là, mais qui avance et qui aujourd'hui, effectivement, dans tous les pays occidentaux, en tout cas, et plus, c'est impressionnant de voir comment c'est toujours les mêmes sujets partout dans le monde qui arrivent à peu près en même temps et les mêmes tendances qui sont plus ou moins vite ou plus ou moins en retard, mais qui convergent tous. Voilà. Et moi, au Japon, je le vois beaucoup. Je prendrai juste un exemple, par exemple la carte d'identité. Il n'existait pas de carte d'identité au Japon. Ben, c'est un sujet, là, depuis 10 ans, ils introduisent une carte d'identité. Aujourd'hui, elle n'est pas encore obligatoire, mais ça y est, ils veulent la rendre obligatoire. Et on a l'impression que c'est un rattrapage de cette tendance générale d'uniformisation et donc d'un empire politique international et révolutionnaire, et qui, par définition, comme l'unité ne se fonde pas sur la foi, elle ne peut se fonder que sur une uniformisation extérieure, et donc aussi en forçant les gens, puisque la seule façon d'avoir une unité, si elle n'est pas spirituelle, en forçant les gens, et en particulier aujourd'hui, la technique qui est la plus utilisée, c'est le contrôle social et la fabrique du consentement, habituer les gens à toujours consentir plus à des choses qu'il faudrait pas consentir au départ et en fait à rendre les gens bien dociles. Tout ça, c'est pas nouveau, hein, c'est ce que faisaient les pays païens, au fond, hein, plus ou moins en fonction des contextes historiques, puis surtout il n'y avait pas les mêmes technologies aussi, mais enfin, c'est un peu l'aboutissement de la déchristianisation. Et pour finir, mais c'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment un combat entre Dieu et le diable. Pourquoi? En fait, si on comprend ça, ça permet après de le décliner et de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que le diable? Le diable, ce qu'il fait, c'est le singe de Dieu. Donc, il veut détruire, évidemment. Donc, il veut détruire, enfin, il déteste Dieu, mais il peut pas atteindre Dieu. Donc, pour atteindre Dieu, il s'essaie d'attaquer à son œuvre, et en particulier à l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Donc, quand il arrive à faire du mal à l'homme, euh, il est content parce qu'il a l'impression de pouvoir atteindre Dieu. Euh, il trompe un certain nombre d'hommes en croyant ceux qui sont les suppôts de diable, tout ça, en fait, ils se rendent pas compte, ou ils se rendent peut-être certains compte, mais ils croient que eux, ils vont pas être dans le lot peut-être, mais ils se trompent lourdement, mais c'est qu'ils participent à leur propre autodestruction. Et donc, il faut pas oublier que dans tout ça, c'est l'autodestruction de l'homme par la légitimation du péché, par l'augmentation des péchés, par tout ça. Et c'est exactement ce qui se passe dans les idéologies à l'heure actuelle, hein, que ce soit le mariage contre nature, que ce soit la légitimisation de tout un tas de choses. C'est quoi? C'est vouloir en fait augmenter le péché. Mais en même temps, quand il y a un autre aspect, c'est un singe de Dieu. Donc donc le diable, Lucifer, veut se prendre pour Dieu à la place de Dieu. Donc il veut se créer en fait une sorte d'empire qui singe l'Église du Christ et qui singe les sacrements du Christ, qui singe sa société surnaturelle. Et donc sa singerie devient un empire politique unitaire, totalitaire, le plus large possible, avec à la place des sacrements des lois obligatoires qui vont prendre des formes diverses, mais finalement, parce que d'un point de vue anthropologique, l'histoire du vaccin pour le corona, ça pouvait sembler être une sorte de rite de passage obligatoire pour pouvoir être citoyen. Oups. Oui, tout va bien. Euh, et euh, voilà. Donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important dans cette histoire, c'est que je pense que c'est important de comprendre qu'il y a cette bataille eschatologique, comme dans toutes les époques, hein, qui se passe à l'heure aujourd'hui, sauf que dans notre époque, on n'est pas dans la chrétienté du XIIIe siècle et il y a plein de résistances qui sont tombées.
et que forcément, hein, ça c'est impossible de dire ça, mais chaque minute qui passe nous rapproche un peu plus de la fin des temps, et on sait que plus on va vers la fin des temps, plus euh, le combat eschatologique d'un point de vue politique va se faire, se fait dans des échelles plus grandes. Après, il faut pas rentrer dans toutes les questions apocalyptiques, tout ça. La seule chose importante là-dedans, c'est qu'il faut toujours être prudent avec ces questions, c'est que nous, notre fin des temps, c'est notre mort, hein, voilà, d'une part, mais que d'autre part, ce combat eschatologique entre Dieu et le diable existe, la tendance, parce qu'on sait que le diable existe et on sait qu'il déteste Dieu, tout ça c'est révélé, et on sait que c'est un singe de Dieu, et on sait que son but c'est d'étendre son empire sur les âmes pour en attirer le plus en enfer, donc de légitimer le péché, d'augmenter le contrôle pour mettre en place une sorte d'esclavage psychologique au début et puis voire totalitaire sur le plus grand nombre d'âmes pour les empêcher de se sauver, quoi, hein, d'aller du côté de Dieu. Et tous les empires païens, tous les mondes païens en fait font ça plus ou moins. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois que le christianisme arrive quelque part, ils se font pas. Il y a des martyrs et qu'il y a une persécution énorme. C'est une sorte de réaction de l'Église de Satan qui voit qu'il est en train de perdre la main. Et aujourd'hui, finalement, il se repasse la même chose, sauf que ça se fait à un niveau beaucoup plus large et mondial, avec quand même des élites qui sont relativement organisées, qui ont une certaine uniformité quand même d'idéologie, même s'ils peuvent avoir plein de sous-sectes. Vous voyez, il y a les transhumanistes, il y a les LGBT, il y a les loges de telle ou telle officine. Etc. Donc tous, en fait, ils sont pas d'accord entre eux, mais au fond, sur le fond du fond, ils sont tous plus ou moins gnostiques et en le sachant ou pas, en fait, quand même lucifériens. Et avec des moyens d'action énormes, et donc, donc ça, il y a cette volonté-là. Donc c'est pas mal de le savoir parce que ça permet quand il y a des choses qui se passent, même si on sait pas ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément une organisation toujours euh, concrète, je veux dire humaine et avec des têtes claires derrière. Donc c'est ça qui peut compliquer la donne. Mais en tout cas, quand on voit certaines choses qui passent, on peut en tout cas quand même juger relativement facilement si tel ou tel mouvement, comme par exemple là le traité de pandémie, ça va dans le sens de l'Église de Satan ou pas. Et donc savoir comment il faut se positionner par rapport à ce genre de choses. Et aussi savoir que même s'il n'y a pas et qu'il y a cette volonté d'organisation, donc sauf qu'ils sont pas d'accord entre eux, donc ils se battent entre eux. Donc la Chine communiste va se battre contre les mondialistes américains, mais sur le fond du fond, ils sont en fait d'accord. Quand on regarde, ils collaborent. Enfin, ils font les mêmes choses, enfin les mêmes mesures déjà, hein. Le contrôle social en Chine est beaucoup plus avancé que ce qui se passe chez nous, et il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant le Covid qu'on a copiées sur ce qui se passait déjà en Chine, hein, en fait. Par exemple, sur ce genre de sujet. Voilà. Mais que donc il y a une vraie volonté surnaturelle, hein, de fonder un empire mondial, et qu'il y a une vraie volonté parmi des hommes de faire cette gouvernance mondiale, comme on dit aujourd'hui, en fait, cet empire mondial, cette révolution mondiale, et que l'enjeu est aussi mondial, que notre combat révolutionnaire et légitimiste doit se faire en France, mais en fait se fait aussi sur toute la planète, et que on est tous concernés, et que c'est pas juste une histoire franco-française. Voilà. Bon, après, on est français, donc on fait ce qu'on peut dans cette situation avec la mission providentielle spécifique à la France. Mais chaque pays a a le devoir d'être bon instrument de Dieu, et même des gens comme au Japon, par exemple, qui sont païens. Moi, c'est ce que j'essaie de faire passer de plus en plus, c'est que vous êtes impliqué dans un combat qui vous dépasse complètement. C'est un combat entre Dieu et le diable, et que si vous voulez, vous avez il y a des réactions, il y a des gens qui ont des réactions saines, mais si vous voulez que mener le combat et pouvoir le gagner, il faut bien se remettre sur le terrain, et que c'est pas un combat entre pays, que c'est pas un combat juste entre des gens méchants et des gens gentils ou je sais pas quel genre de truc. C'est un combat qui a une part surnaturelle. Sans ça, on comprend pas pourquoi il y a
ça serait incompréhensible qu'il y ait autant de convergences qui sont pas juste explicables par des manœuvres humaines, parce que il y a un peu plus que ça quand même. Euh, et donc que s'ils veulent vraiment se battre, au bout d'un moment, il va falloir se battre pour Dieu. Et pour le païen qui aurait du mal à se convertir au début, c'est dire, bah, de toute façon, la conversion, c'est ton affaire personnelle à la fin, mais que si tu veux pas te battre au nom de Dieu, en fait, à un bon moment, tu te bats au nom du diable, donc ça peut pas vraiment marcher à terme. Voilà, donc merci de votre attention.